Merci, Madame la Présidente. Je m'associe à mes collègues pour remercier les rapporteurs pour la qualité de leur rapport. Dans votre rapport à la recommandation numéro 5 relative au renforcement de la coopération internationale avec les pays touchés par les conflits armés et le djihadisme, vous évoquez la Turquie, le Liban, l'Irak, la Libye et les pays du Maghreb. Je voulais également évoquer une autre zone de crise, la région du Sahel, particulièrement vulnérable, avec multiplication d'actes terroristes, attentats, enlèvements et assassinats. Malgré le déploiement de l'armée française, on observe une recrudescence du terrorisme. Comment renforcer notre coopération avec le G5 Sahel? Je pense notamment en termes d'assistance technique à ces pays pour lutter contre le financement du terrorisme international. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jacques Maire. Merci Madame la Présidente. Bravo à mes collègues pour un rapport qui a énormément de convergence avec celui que je viens de présenter au nom du Comité d'évaluation et de contrôle sur la lutte contre la délinquance financière. Un point est très important. Dans un très grand nombre de cas de figure, les blanchisseurs blanchissent toutes sortes d'activités criminelles, et pas uniquement le terrorisme, mais aussi le banditisme, la drogue, le travail dissimulé, etc. Et en fait, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées, souvent les mêmes acteurs, pour blanchir le terrorisme, notamment pour le low cost, le bas du spectre. Et de ce point de vue, je voudrais renforcer et affiner 5 de vos propositions. Donc, la première concernant les comptes en ligne et les cartes de prépaiement, je pense qu'il faut accélérer la pression pour qu'on ait le plus rapidement possible l'identification numérique publique qui effectivement permettra, le moment venu, d'avoir des procédures dématérialisées mais complètement sécurisées. Ça, c'est un point important. Il y a une stratégie interministérielle. Il faut que ça vienne vite. Deuxièmement, sur le renforcement des effectifs, l'analyse qu'on a faite avec mon collègue Bernalicis, c'est plutôt que Tracfin a beaucoup de moyens par rapport aux services d'enquête et aux juridictions de base, et parce que c'est Bercy, parce que Bercy donne les moyens, et que la détection à la base sur le terrain des blanchisseurs est au moins aussi importante, et là on est vraiment un peu dépouillé. Troisième élément, au niveau européen, vous proposez de créer une agence de supervision dédiée au blanchiment. Nous pensons en fait qu'il vaut mieux d'ailleurs dans un premier temps donner des responsabilités anti-blanchiment aux agences européennes existantes, bancaires, marchés financiers et assurances, comme c'est le cas pour la France. Quatrième point, un point qui est important, c'est qu'il faut renforcer et promouvoir les modes d'échange automatique de données via des plateformes sous contrôle de la justice entre établissements financiers et services d'enquête. C'est vraiment industriel et on ne peut pas se permettre d'avoir simplement des fax et des masques de comptes. Et dernier point, je soutiens votre proposition de soumettre l'ensemble des plateformes de crypto-monnaies aux recommandations du GAFI et pas uniquement sur une base volontaire, comme c'est effectivement dans le texte Pacte qui vient d'être voté. Merci. Merci beaucoup, Olivier Dassault. Merci Madame la Présidente. À mon tour, permettez-moi de m'associer aux félicitations, mes chers collègues, pour ce rapport très complet. L'engagement unanime des membres de l'ONU jeudi dernier est une victoire importante dans la lutte contre le terrorisme. Alors savez-vous quelles actions concrètes pourront désormais mener la communauté internationale suite à cette déclaration ? L'évolution des modes de fonctionnement démontre qu'il nous reste de nombreux défis à relever et comme vous, je saluerai l'efficacité et le rôle pivot unique au monde de la cellule de renseignement financier française Tracfin. L'accroissement du financement low cost des actes de terrorisme est extrêmement inquiétant puisque d'autant plus difficile à identifier. Vous relevez que la plupart des attaques commises sur le sol européen coûtent désormais moins de 10 000, voire moins de 1 000 euros. Il y a peu, le procureur chargé notamment des affaires terroristes en France annonçait que même la souscription à des crédits à la consommation ou l'achat de billets d'avion faisait partie d'une forme de soutien au terrorisme. Vous soulevez aussi, page 88 du rapport, que les cagnottes en ligne sont susceptibles de faire l'objet de détournements. Avez-vous réfléchi à la forme de collaboration des acteurs de la finance participative et comment adopter et renforcer nos dispositifs nationaux dans le domaine ? Fin 2017, l'antiterrorisme avait identifié qu'environ 20% des djihadistes français recevaient des allocations sociales venant de Pôle emploi ou de la caisse d'allocation familiale avec la complicité des membres de leur famille. Quel retour avez-vous pu obtenir à ce sujet ? Enfin, votre 16e recommandation propose d'étendre les prérogatives des services de la douane en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Pourriez-vous développer votre proposition ? S'agit-il d'étendre les compétences des douaniers ? Je rappelle que ces agents réclament des augmentations de salaire et d'effectifs et des moyens supplémentaires, surtout pour gérer le flux lié à la sortie du Royaume-Uni. Ou s'agit-il du renforcement des pouvoirs de la douane judiciaire et de l'évolution
de la rémunération des aviseurs. Merci beaucoup, monsieur le député. Pierre-Alexandre Anglade. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues, pour votre rapport extrêmement détaillé. Moi, je suis très heureux que vous ayez mis l'accent sur la coopération européenne parce que je pense que c'est un axe absolument fondamental et qu'il n'y a pas de réponse nationale au terrorisme et que ça ne passera que par une coopération européenne affirmée. Et donc, dans votre rapport, il y a une de vos propositions qui est la création d'une agence européenne de supervision compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Moi, je trouve que c'est une belle proposition, mais ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être plus judicieux de renforcer les moyens déjà existants au niveau européen, et notamment ceux de la Commission européenne et du département anti-blanchiment, qui possèdent aujourd'hui assez peu de moyens, ou encore de renforcer les compétences de l'autorité bancaire européenne en matière de blanchiment. Et puis, il y a une autre préoccupation qui est pointée de façon récurrente, notamment par le Parlement européen, c'est le manque de coopération entre les cellules de renseignement financier des différents États membres. Et donc, certains appellent à la création d'une cellule de renseignement financier européenne pour pallier justement au manque de coopération entre ces différentes cellules nationales. Donc, j'aurais aimé avoir votre regard sur cette proposition. Et puis, peut-être pour répondre aux collègues qui appelaient à une commission d'enquête ou à la création d'une mission européenne sur le terrorisme, il y a eu une commission d'enquête spéciale créée au Parlement européen, qui était présidée par Nathalie Griesbeck du Mouvement démocrate et qui a rendu un rapport en décembre dernier. Voilà. C'est ce que j'allais dire. J'ai essayé de me trouver Cette commission a traité de la question du financement. Elle a proposé la confiscation des biens du crime liés au terrorisme, de réguler la circulation du cash, la mise en œuvre d'une directive anti-blanchiment, la mise en avant du dispositif français No Money for Terror, et la coopération entre les cellules de renseignement financier avec les États membres et la création d'une cellule européenne. Donc il y a énormément de propositions à l'issue de cette commission d'enquête. Ce que je vous proposerai, mais c'est que je vais revenir peut-être à la fin de notre réunion, peut-être qu'on pourrait continuer et avoir une audition conjointe de la présidente et de la rapporteure de cette commission d'enquête sur le terrorisme européen avec nos deux rapporteurs. Et je trouve que ce serait peut-être utile qu'on poursuive les débats à ce moment-là. Didier Quentin. Oui, merci Madame la Présidente. 40 secondes. 10 secondes d'abord pour féliciter très sincèrement et très chaleureusement les deux rapporteuses pour la qualité de leur rapport. 20 secondes pour la question. Vous mentionnez l'extension des prérogatives des services douaniers afin de lutter contre le financement du terrorisme. Quelles seraient les modalités et conditions de cette extension? Et songez-vous à une harmonisation de ces prérogatives au niveau européen au travers d'une directive ou d'un règlement? Et enfin, les 10 dernières secondes pour la Présidente, est-ce qu'il ne serait pas bon, dans un certain temps, de faire le point sur le suivi donné aux 23 recommandations de nos deux rapporteuses? Vous savez que nous préférons rapporteur je ne sais pas, mais je dis ça comme ça par solidarité féminine. À notre ami Didier Quentin que rapporteuse. Voilà. Monica Michel. Merci Madame la Présidente. Je m'associe à mes collègues pour remercier nos rapporteurs pour ce travail remarquable présenté aujourd'hui. Comme vous le soulignez, la communauté internationale et en premier lieu la France sont depuis une vingtaine d'années pleinement engagées dans cette lutte, comme l'illustre l'adoption récente d'une résolution des Nations Unies sur le sujet. Pourtant, au-delà des modes de financement illicite du terrorisme, qui passent par définition sous les radars, nous croyons savoir que certaines organisations ont pu bénéficier de modes de financement légaux. Dès lors, quels freins identifiez-vous parmi les États ou les secteurs de l'économie et sur lesquels nous devons porter une attention particulière pour accentuer notre lutte contre le financement du terrorisme? Madame Boyer, vous avez parlé du financement du terrorisme par des technologies comme par exemple les crypto-monnaies. Pouvez-vous nous éclairer sur le type d'actions concrètes qui sont menées par les autorités dans le domaine de lutte contre ce type de financement? Et enfin, c'est également un point abordé dans votre rapport. Vous expliquez que le phénomène d'un terrorisme low cost se développe, fait d'attaques relativement peu coûteuses, donc difficiles à identifier en amont par les services de renseignement. Dans ce contexte, quels pourraient être les moyens de lutte pertinents contre cette tendance préoccupante? J'ai noté les vérifications d'identité biométriques aussi que vous recommandez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurence Dumont. Merci Madame la Présidente. Pour faire vite, je m'associerai au coup de chapeau de Christian Hutin pour nos deux rapporteurs.
Je partage peut-être pas complètement les propos introductifs de Valérie Boyer quand elle évoquait la victoire que les terroristes avaient déjà enregistrée finalement sur notre mode de vie par rapport à notre fréquentation des terrasses, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les terroristes auront gagné si l'équilibre liberté-sécurité, on n'arrive pas à le maintenir et à tenir bon là-dessus. Alors, les recommandations sont vraiment précieuses et riches, hein. J'ai un tout petit point de vigilance, c'est pas un désaccord, mais un point de vigilance sur 2 sujets, celui des associations, mais il faudrait creuser un petit peu pour ne pas aller au-delà du raisonnable. Et puis, le deuxième, c'est, et je vous cite, hein, de façon générale, une extension du recours à la biométrie dans les prises d'identité serait favorable à un recul de l'anonymat des moyens de paiement. Évidemment, ce serait favorable à un recul de l'anonymat, mais faisons attention quand même à ce que ce ne soit pas préjudiciable aussi à d'autres notions auxquelles on tient par-dessus tout. Et je pense qu'une proposition aussi lourde de conséquences, parce que c'est qu'une phrase, mais aussi lourde de conséquences, il me semble, ne devrait pas figurer telle qu'elle dans un rapport d'une mission d'information sans avoir, mais ça ne pouvait pas être l'objet évidemment, auditionner la CNIL, auditionner un certain nombre de personnes. Je trouve que c'est quand même très, très, très lourd de conséquences pour figurer d'une phrase comme ça dans un rapport d'information. Mais ça n'enlève rien à la qualité, évidemment, des recommandations qui sont faites par ailleurs. Merci beaucoup. Bernard de Flessel. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'un rapport réussi s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est un constat précis, exhaustif, c'est le cas, et des propositions qui ne le sont pas moins. Donc merci aux 2 rapporteurs. Le nœud gordien, c'est la clandestinité, tout le monde l'a bien compris, à la fois dans les actions et à la fois dans le financement. Alors on fait tous le même constat aujourd'hui. Daesh a perdu son territoire et Daesh a un financement qui est asséché. Pour autant, il serait funeste, je pense, de baisser la garde. Et dans les solutions que vous proposez, vous parlez de la France et de ses efforts. Je crois qu'on est un peu trop critique sur les efforts de la France. Elle fait beaucoup d'efforts. Mais moi, j'ai 2 questions très simples. La première tient au low cost, c'est-à-dire au financement low cost. Je suis toujours impressionné par ce chiffre de Nice qui a touché ma région. Le 14 juillet, 86 morts et 2500 € investis dans cette opération funeste. Ça doit nous interpeller. Qu'est-ce que l'on peut faire très précisément pour débuster finalement le financement low cost? Et le deuxième, c'est au niveau international. Au niveau international, j'ai été impressionné par un chiffre que vous nous avez donné, le Mali, que tout le monde connaît. Et le Mali qui finalement a un TRACFIN ou l'équivalent d'un TRACFIN avec 2 personnes. Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau international? On a bien vu que l'ONU avait pris des décisions, etc. Mais précisément pour aider ces pays qui, évidemment, sont au cœur finalement des financements et des financements du terrorisme. Merci beaucoup Valérie Thomas. Merci Madame la Présidente, bravo aux 2 rapporteurs. Une enquête très approfondie du New York Times en juillet 2014 s'était penchée sur le paiement des rançons par les États pour la libération de concitoyens enlevés par les groupes terroristes. Cette enquête estimait que pour la seule année 2013, 66 millions de dollars avaient été versés par les pays européens. Je voudrais savoir si, au cours de vos auditions, vous avez abordé cette question des rançons, du paiement des rançons, notamment sur les montants qui ont pu être versés ces dernières années, les modes de versement et l'identification possible ou pas de ceux qui reçoivent ces sommes. Et puis, une dernière question relative à ce sujet. Quelle est la doctrine française maintenant sur le paiement des rançons? Est-ce qu'il y a une doctrine européenne? Est-ce qu'il y a un accord des différents pays pour avoir la même réponse? Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, c'était la dernière intervention de la salle. Et donc maintenant, je me tourne vers les rapporteurs pour leurs réponses, en leur demandant d'être concises, évidemment. Mais voilà, l'intensité et le nombre d'intervenants ont bien montré l'intérêt pour ce débat. Valérie, peut-être, en premier. Beaucoup. Moi, si je vous permettez, je vais faire une réponse globale et puis on a des réponses précises pour chacun. D'abord, pour vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à ce travail. Je voudrais, je l'ai dit en propos introductif, mais peut-être de façon pas assez détaillée, dire que c'était un rapport technique sur l'état des lieux qui n'était pas très facile d'ailleurs pour moi,
peut-être pour toi aussi, Sonia, parce que ce ne sont pas nos domaines, on n'était pas dans notre zone de confort, très clairement, mais que c'était important d'avoir cet état des lieux. Néanmoins, il y a un mot que je n'ai pas employé en introduction et je le regrette, mais je vais l'employer en conclusion, c'est la frustration. Parce qu'effectivement, moi, j'ai été très frustrée sur plusieurs sujets. Le premier sujet sur les œuvres d'art est effectivement le trafic d'animaux. Ça fait partie de ce genre de choses. Nous n'avons pas eu de réponse, clairement. Les personnes que nous avons auditionnées, franchement, n'avaient pas tellement envie de nous répondre. C'était très compliqué. On a fait des propositions, mais on n'a pas eu de réponse vraiment satisfaisante. En tout cas, à mon avis, cette audition fait partie des frustrations. Moi, j'imaginais vraiment... on a tous des idées préconçues, on a tous lu beaucoup de choses. J'imaginais autre chose, mais en revanche, les recommandations qui sont dans le rapport sont intéressantes. Enfin, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons rédigé, mais parce que c'est les propositions qui nous sont faites. Mais je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus lourd. Ensuite, sur Lafarge, bien évidemment, Claude Goasguen le sait, puisque il est président du groupe d'amitié sur les chrétiens d'Orient. Certains d'entre vous le sont également, et vous savez parfaitement que l'Acredo a déposé plainte pour crime de génocide contre Lafarge. Pourquoi ? Parce que c'est la difficulté, pour tout ce qu'on vient de décrire, et c'est la difficulté de l'identifier. Mais je partage ce que tu as dit aussi, ce que dit le député Hutin a dit, sur le fait que c'est quelque chose de très complexe. Néanmoins, là, on atteint les limites du rapport, parce que notre rapport était sur les modalités techniques de financement du terrorisme. Ce n'était pas, et c'est la raison pour laquelle moi je souhaiterais qu'on prolonge ce rapport, ce n'était pas un rapport sur la politique et le terrorisme. Parce que bien évidemment, si nous avions abordé la politique et le terrorisme, je pense qu'on aurait eu des frustrations encore plus grandes d'ailleurs, mais on aurait abordé toutes les questions soulevées par Meyer Habib et que je partage pour la plupart. On aurait abordé la question du Hamas, c'est une évidence. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir une mission d'enquête sur les financements européens du Hamas, qui est quand même la Palestine est la zone la plus aidée financièrement du monde. C'est l'endroit où il y a le plus d'argent de la communauté internationale qui est déversé, et là aussi, et européenne. Et là aussi, on n'est pas dans la transparence non plus, et ce serait intéressant d'approfondir cette mission. Sur le rôle de l'Arabie Saoudite, je l'ai évoqué, mais parmi les frustrations, c'est ma troisième de ce rapport, nous n'avons pas pu auditionner Pierre Conessa parce qu'il a été victime d'un accident, mais il l'a largement décrit, et c'est la raison pour laquelle je disais qu'on parle de terrorisme low cost eu égard aux moyens qui sont déployés pour une opération, mais il n'est pas low cost dans la mesure où ça fait plus d'une génération que l'Arabie Saoudite a déversé à travers son ministère de la propagande religieuse des milliards de dollars dans toute la péninsule, dans le monde entier, dans le monde entier, et c'est sur ce terreau-là que ces personnes ont agi pour leurs funestes actions, sachant et également que moi je souhaiterais vraiment, et je l'ai dit dans mon propos introductif, qu'on prolonge cette mission, nous ou d'autres, sur l'impact justement de ces financements, en tout cas de ces influences internationales sur la France, et qui devrait expliquer en partie pourquoi la France a été tellement touchée par les actions terroristes. Bien évidemment, et Bérangère, la députée politique, il l'a dit tout à l'heure, le terrorisme n'est pas qu'une question d'argent. Sinon, les gens n'iraient pas mourir pour cette cause eux-mêmes. Le terrorisme, et c'est là toute sa perversité, tue des civils et des personnes sans défense la plupart du temps. Mais c'est aussi une question, c'est un engagement de la part de ces personnes et qui sont prêtes à mourir pour cette cause. Et c'est lié, comme je disais tout à l'heure, à ces années de propagande islamiste sur notre territoire et sur le territoire du monde entier. Enfin, sur la CAF,
et sur le Pôle emploi, etc. J'ai moi-même demandé une mission d'enquête à l'Assemblée nationale qui m'a été refusée, mais pas à la Commission, Madame la Présidente, sur les financements des prestations sociales diverses et variées qui sont parties pour soutenir les terroristes. Et surtout, j'aurais souhaité avoir, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, et j'espère peut-être que cette déclaration en commission nous permettra de l'avoir, mais ça ne concerne pas la commission des affaires étrangères, on est bien d'accord, que sont devenues les personnes qui ont envoyé des prestations sociales et de l'argent de la collectivité, enfin qui ont participé au noircissement, puisque c'est un terme que nous n'avons pas employé, mais le noircissement, c'est-à-dire de l'argent légal qui devient de l'argent illégal, est un sujet qui est abordé dans pratiquement toutes les pages de ce rapport. Mais en revanche, ce serait très intéressant de savoir que sont devenues les personnes qui ont participé à ce noircissement en France. Et aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Et malgré ma demande de commission d'enquête, je sais que j'ai d'autres collègues de mon groupe, les Républicains, qui l'ont demandé. On a eu une réponse négative à ce stade de l'Assemblée nationale. Et enfin, Madame Thomas, vous avez évoqué le problème des rançons. Il n'est pas abordé spécifiquement dans ce rapport, mais c'est un sujet que nous avons traité dans le cadre de la commission. Madame la Présidente nous a permis notamment de rencontrer des yézidis. C'est un problème, franchement, qui mériterait d'être approfondi également, puisque je ne sais pas si vous aviez participé, mais lorsque nous avons reçu Élise Bogossian et Yann Dalik, elles nous ont fait part du fait qu'il existe encore, qu'aujourd'hui, dans un pays de l'OTAN, en l'occurrence en Turquie, il y a des yézidis qui font des collectes pour racheter des personnes, des enfants et des femmes qui sont encore retenus en Turquie, donc dans un pays allié, dans un pays de l'OTAN, et qu'on donne contre de l'argent après les avoir exploités de la plus sinistre façon. Donc ce sont vraiment des sujets qui sont très importants. Je ne sais pas qui sont ces personnes qui détiennent encore des yézidis, peut-être quelques chrétiens ou autres minorités, probablement, mais il est certain qu'elles ont dû participer à ce va-et-vient sordide qui a eu lieu entre la Turquie et la Syrie pendant toute la durée du conflit et qui mériterait qu'on approfondisse le sujet. Voilà pour les réponses globales. Si vous voulez, on pourra passer aux réponses merci particulières. Merci à Valérie Boyer. Merci beaucoup. Sonia Crimi. Merci. Alors, très rapidement, effectivement, on va donner des réponses globales. Vous avez eu l'amabilité de nous transférer votre question hier. Effectivement, le braconnage, on n'a pas entendu parler. Toutes les auditions, donc il n'y a pas eu un lien direct. D'après les recherches que nous avons menées hier, il n'y a pas un lien direct. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour des shebabs à un certain moment et leur utilisation de ce mode, mais on n'exclut pas. On n'exclut pas qu'il a été utilisé. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas vous apporter des montants exacts, puisque, comme je vous l'ai dit en propos introductif, c'est les terroristes qui se sont incrustés dans toutes les autres organisations criminelles. Donc, ils ont tout utilisé. Alors, pour être capable aujourd'hui, ainsi que les experts, pour dire combien et à quel moment, c'est très, très difficile. Mais, en tout cas, ce n'est pas la tendance globale. Sur les biens culturels, le seul procès aujourd'hui, il est en Espagne. En Espagne, sur des biens qui ont été récupérés en Libye. Voilà, c'est le seul procès que nous avons aujourd'hui. Ce que les experts nous ont précisé, c'est que en fait, Daesh, elle prélevait plus des taxes chez les familles riches qui détenaient des Picasso, des Gauguin ou que sais-je, plus que récupérer ses propres tableaux. Mais ça n'empêche qu'à un certain moment, on a eu tous les fameuses images atroces. Ça n'exclut pas qu'il y a eu quelques, je ne sais pas vous dire quelques ou beaucoup, mais en tout cas, on n'exclut pas qu'il y a une utilisation effectivement dans des canaux qui sont illégaux aujourd'hui. Tout ce qu'on sait aussi, c'est qu'à un certain moment, on stocke
on stocke tous ces biens, donc ils sont stockés quelque part, et tout ce qu'on sait aussi, ils sont stockés quelque part en attendant qu'on peut les revendre dans quelques années quand ça se calmera un peu. Tout ce que je peux vous dire aussi, qu'en février 2019, au niveau européen, Europol a mis en place à titre expérimental un bureau dédié au trafic des biens culturels avec des spécialistes encore plus. C'est pas simple de trouver des spécialistes et qui ont en même temps le côté renseignement. Donc, j'espère que ça permettra de mettre à profit les capacités et les moyens de l'organisation d'Europol sur ce sujet. 3 mesures. Je pense que M. Herbillon-Michel m'a posé une question sur 3 mesures. Au niveau national, les crypto-monnaies, on ne va pas attendre d'avoir comme les cagnottes en ligne ou avoir comme le financement participatif. On ne va pas attendre d'avoir un attendant qui est financé pour se rendre compte. Donc, les crypto-monnaies et la loi Pacte. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit renforcer. On ne doit pas laisser 2 licences sur 5, mais les 5 doivent avoir obligatoirement cette licence. Au niveau européen, qu'on puisse avoir une harmonisation comme le fit COBA. Très, très simple. Tout le monde a le même fichier. Tout le monde a un fichier similaire. Au niveau international, c'est aider les pays vulnérables. Ce qui me pousse aussi à répondre à la question de Pierre-Alexandre Anglade, c'est est-ce qu'on peut créer un TRACFIN européen? Alors, les réponses, elles sont mitigées. On sait très bien tout ce qui est renseignement aujourd'hui, ils ne veulent pas partager l'info. En fait, le propre même du renseignement, c'est qu'on garde les infos pour nous. Et c'est que dès qu'elle dépasse la France, ou dès qu'elle dépasse les échanges franco-espagnols, donc on sait très très bien que les renseignements préfèrent souvent les échanges, ils ont un côté bilatéral. Donc oui, ils pourraient élargir, mais attention à qui on donne l'information et comment. On a des capacités à sécuriser nos infos en France. Ce que les services nous disent, est-ce que des pays de l'Europe de l'Est auront la même capacité que nous? Donc oui et non. Il y a d'autres aussi questions liées à comment on reconnaît un terroriste en fait. Comment on reconnaît contre le financement. Interpol fonctionne très très bien. Oui. Interpol, je fonctionne très très bien. Non mais franchement, c'est ce qu'ils nous ont tous dit. Oui, c'est ce qu'ils nous ont tous effectivement. Interpol avec Europol. Alors, TRACFIN précise exactement les critères d'alerte. Les achats des croissants en librairie islamique et boutiques communautaires. Nombreux retraits en espèces. Énormément de voyages dans les pays européens. Donc, une mobilité croissante pour des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Un changement récent d'appartenance vestimentaire. C'est très très bien quand on nous a donné l'exemple d'un couple qui a débarqué et qui la femme elle serrait pas, lui il serre pas la main, la femme a changé totalement d'appartenance vestimentaire. Si vous avez effectivement quelqu'un qui n'est pas sportif et du jour au lendemain il se met à acheter un comportement, à acheter chez Decathlon des matériels du camping. Ça aussi, c'est des matériels du camping pour partir où, comment. Bon, ça, c'est des petits signaux faibles que TRACFIN et les organismes aussi bancaires ont appris à reconnaître. J'ai énormément de questions, mais je vais finir par deux ou trois remarques. Effectivement, ce n'est pas, on fait de la politique, hein, on est bien d'accord, mais ce n'est pas comme un premier rapport sur le sujet, c'était un rapport très technique. Nous-mêmes, on était dépassés par les termes techniques. Au départ, quand on a commencé, on a eu des personnes qui nous ont dit c'est trop technique. On sait très, très, très bien quand on n'a pas envie de gérer un sujet, on vous dit c'est trop technique. En gros, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. On vous a démontré aujourd'hui que ce n'est pas technique. Ce n'est pas que technique, mais ça nécessite beaucoup de volonté politique et ça nécessite beaucoup, effectivement, de bon sens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. On va passer au vote. Donc, je demande aux collègues de rester présents 2 minutes de plus. Je veux remercier au nom de la Commission des Affaires étrangères les 2 rapporteurs pour la qualité de leur travail. C'est la première mission d'information sur ce sujet à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Il n'y en avait pas eu avant. Il y a eu avant une mission d'information sur les moyens de Daesh, mais qui n'était pas exclusivement sur le financement et qui était ciblée uniquement sur Daesh. Donc, bravo, merci. Je pense que c'est un travail de pionnier qui mérite vraiment à être continué. Je reprends la proposition de Didier Quentin qui sera d'évaluer les 23 propositions et préconisations au fil du temps, donc d'avoir une deuxième réunion, si vous le voulez bien, sur à nouveau cette question du financement du terrorisme et pourquoi pas de faire venir effectivement la présidente et la rapporteure de la commission spéciale terrorisme du Parlement européen pour, au fond, croiser les demandes et les propositions. Vous avez un mot à ajouter, peut-être? Un mot à ajouter sur la CNIL, parce que c'est un sujet hyper important. Effectivement, ce que nous avons précisé, c'est d'ouvrir une réflexion. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup d'experts qui nous ont dit, attention, si c'est pour ouvrir nos données aux Américains, même si on a alliance avec les Américains, si c'est pour ouvrir et dire servez-vous, ah ben c'est non. Donc, bien évidemment, on n'a pas auditionné la CNIL et c'est juste ouvrir une réflexion. Je vais me permettre là-dessus. On tient compte de la CNIL et de son rôle protecteur et on l'invite dans le rapport à s'associer aux réflexions qu'on a eues sur les échanges de données. Mais aujourd'hui, il est bien évident que compte tenu du mode opératoire, en tout cas qui a eu lieu en France et même en Europe, avec très peu de grosses opérations. De toute façon, tous les services de renseignement nous l'ont dit. Une opération comme le 11 septembre, maintenant, c'est très, très compliqué parce que ça demande beaucoup d'acteurs. Donc, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui parlent, etc. Ils sont surveillés. Tout à l'heure, Sonia faisait allusion à des personnes qu'on surveille si j'achète du matériel de camping. Mais bien évidemment, ce sont celles qui sont déjà fichées. On est bien d'accord. Peut-être que toi, si tu veux acheter quelque chose pour tes vacances, je pense pas qu'on le regarde, mais il est certain que pour des personnes fichées, la typologie de leurs achats peut être identifiée. Quant aux moyens de sécurisation pour les paiements, je pense que c'est notamment, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des mouvements de population partout dans le monde et chez nous en particulier, compte tenu des mouvements de terroristes qui sont hyper mobiles, il est impératif qu'on ait des identités qui soient beaucoup plus sécurisées. Et peut-être que la CNIL donnera un avis, mais c'est une décision politique. Voilà, à un moment donné, il faut que nous le décidions. Et moi, je pense que c'est absolument nécessaire pour les trafics en tout genre et pour notre sécurité. Il n'y a pas de raison que nous n'utilisons pas des outils de sécurisation de l'identité, d'autant plus que ce sont les Français qui les ont développés. Mais c'est un problème politique. Et je pense même que ça dépasse la CNIL. Merci beaucoup. Alors, on va passer au vote. Sachant que s'il y a une ou deux indications supplémentaires à apporter sur le rapport, ça sera fait dans les 24 heures, en particulier sur la question de la CNIL. On va le regarder et éventuellement le reformuler. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je mets aux voix. La commission est-elle d'avis d'autoriser la publication du rapport de la mission d'information qui est d'avis de l'autoriser? Merci. Qui est d'un avis contraire? Qui s'abstient? Bravo. Vous avez l'unanimité de notre commission.